je vais vous présenter là, c'est la façon dont nous, à Rennes Métropole, on va aborder les choses. C'est évidemment très très différent de Météo France. C'est encore assez différent de Géo-Bretagne, même si on est dans cette filiation et dans cet univers que vient de décrire Lydie Vassonneau. Voilà, nous, on a fait les choses un petit peu différemment, en accent tout sur les usages et à quoi ça rime de mettre des données en ligne. Et c'est peut-être ça qui va pouvoir compléter un peu les différentes présentations qu'on a eues aujourd'hui. Je crois qu'on ne va pas s'éloigner tant que ça du débat avec Météo France. J'avais préparé une slide sur une métropole en disant peut-être qu'il y aura des Martiens, des Parisiens et des Marseillais qui connaissent pas Rennes Métropole. Je vais passer rapidement parce que je crois qu'il y a surtout des Bretons. Juste pour donner ces informations-là sur Rennes Métropole, qui ne réduisent pas Rennes Métropole à ça, sont aussi là pour vous donner un premier indice de notre démarche. On était très sensible à l'idée qu'autour de nous, à Rennes Métropole, il y a un tissu à la fois universitaire, de recherche, économique, qui était très ouvert d'emblée sur ces questions de données publiques et qui était ouvert sur ces questions d'innovation. Et ça, c'est important. Il existe aussi à Rennes un certain nombre de facilitateurs de mise en réseau qui ont joué un rôle déterminant dans le développement du programme d'ouverture des données publiques que nous avons appelé Rennes Métropole en accès libre. Ces facilitateurs de réseau, c'est à la fois des communautés, mais c'est aussi la cantine numérique rennaise qui a travaillé depuis le début avec nous, et puis une présence et un intérêt à Rennes Métropole sur l'innovation qui peut se caractériser par des infos comme celle-là, 3e ville de France pour le nombre de comptes Twitter. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en déplorer, mais en tout cas c'est quelque chose qui donne une idée de ce que les Rennais aiment bien faire avec les machines qu'ils ont entre les mains, et puis un certain nombre d'initiatives tournées vers les habitants. Les données publiques, l'open data, l'ouverture des données publiques, on a parlé tout à l'heure, la loi, la directive européenne, tout ça existait. Finalement, on s'était rendu compte il y a déjà quelques mois qu'à Rennes Métropole, comme M. Jourdain en son temps, faisait de l'open data sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un certain nombre de données qui étaient échangées entre services ou qui étaient déjà mises à disposition du public à des conditions. Cécile, notre responsable du SIG, pourra préciser comment est-ce qu'on faisait avant et après ce programme et pourquoi on a changé. Ces informations, elles sont évidemment extrêmement diverses, extrêmement variées, dans un état différent selon les sujets. Et puis, on était quand même conscient de la valeur. On parlait de valorisation tout à l'heure. On avait conscience de leur valeur, mais on était conscient aussi que d'un service à l'autre, on ne savait pas forcément qui avait quelles données, que les élus eux-mêmes ne connaissaient pas forcément l'étendue des données dont on dispose sur un territoire comme celui de Rennes Métropole, et que finalement, tout ça n'avait de sens que si on se recentrait sur les habitants. Et là-dessus, les élus qui ont très vite, je pense au maire, je pense à l'élu au transport, les vice-présidents au transport, aux élus à la com, les gens du monde politique qui ont très vite accepté qu'on se lance dans un programme d'ouverture des données publiques qui était un peu une originalité l'année dernière, début 2010, quand on l'a lancé. Ils ont tout de suite dit, nous, c'est les habitants qui comptent, c'est les services aux habitants, c'est des usages qui vont être prioritaires. Alors bien sûr, il y a les gestionnaires de données. Donc la première chose, c'était de dire comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en relation des gestionnaires de données, des données qui existent, et puis des habitants qui pourraient en avoir un bénéfice. Et puis évidemment, entre les deux, il y avait le troisième membre de ce trio qui n'est pas infernal, et qui sont les utilisateurs ou réutilisateurs. Tout à l'heure, on parlait de grand public. Moi, je m'excuse, mais je fais de la com et je sais que le grand public et les données publiques, c'est quand même deux mondes différents. Le grand public aujourd'hui dit l'open data, c'est super, on en entend parler tout de suite, mais je ne comprends rien de ce que c'est. C'est pour les geeks, c'est pour les techniciens, c'est pour les spécialistes, c'est pour les chercheurs, c'est pour les géographes. Or, un des mouvements qui nous a orientés vers l'ouverture des données publiques, c'était pour dire que quand même, la réutilisation pouvait être une façon aussi pour les habitants eux-mêmes et le grand public donc de connaître ces données, de partager cette connaissance. Quelques dates rapidement quand même de notre démarche. On a démarré, on a commencé à en discuter tout à fait au début 2010. La décision a été prise assez rapidement par une rencontre entre un service, en l'occurrence service transport, un délégataire de service public, en l'occurrence Keolis, un prestataire web qui refaisait le site internet sur les vélos en libre service, qui était Institut Solutions.
Et puis dès mars 2010, on a travaillé dessus. La première chose, ça a été l'ouverture des données de transport, donc les données qui appartiennent à Keolis, en l'occurrence les données sur le vélo, même si l'ensemble des données de transport appartiennent à Rennes Métropole, celles qui concernent le vélo en libre-service appartenaient à une société privée, donc c'était un petit peu particulier. Et puis le guide Vivre à Rennes, qui est un guide généraliste géré par la Com, qui recense 2000 organismes publics ou parapublics avec leurs coordonnées, descriptifs d'activité, la géolocalisation évidemment de l'emplacement de ces organismes, et puis les horaires d'ouverture. On a poursuivi en... Vous voyez, quand je dis qu'on a poursuivi, c'est que quand on a dit on va faire un programme d'ouverture des données publiques, on ne s'est pas dit on va d'abord inspecter comment sont les données. On n'a pas dit ça. Nous on a dit on ne fait pas d'inventaire, on prend les données qui sont disponibles et dont on sait qu'elles sont disponibles, et puis on les met à disposition et progressivement on rajoutera des jets de données au fur et à mesure. Là-dessus, le service d'information géographique a joué un rôle évidemment prépondérant, puisqu'il y avait déjà des données et eux étaient garants de la qualité de ces données-là. Et donc on a pu ouvrir rapidement un ensemble de données intéressant tout le territoire de Rennes Métropole. En début aussi, on s'est dit, on met des données à disposition, il faut qu'elles soient utilisées, donc essayons d'insister sur la réutilisation des données. Et donc on a créé un concours pour lequel ont participé un certain nombre de partenaires, la région Bretagne, la délégation interministérielle à l'innovation et au lycée, Keolis, mais aussi Ouest France, la cantine numérique, l'INSA, non pas l'INSA, le Rennes Atalante, excusez-moi, et les universités. Donc voilà, ces partenaires-là se sont mis ensemble pour dire créons un appel à service. La question n'était pas de dire vous avez des idées, envoyez-les-nous, c'était plutôt monter quelque chose, créer un service web ou mobile comme vous voulez à partir des données de Rennes Métropole, c'était la seule contrainte. Ensuite de ce concours, à partir donc, du printemps 2011, on s'est interrogé sur les suites à donner. Il y a beaucoup de concours qui s'organisent autour de l'open data. Vous le voyez à New York, à Washington, en Angleterre, où il y a un programme d'open data qui est bien plus ancien que celui qui est en France. Il y a des concours. Alors les concours c'est bien, il y a des applications qui sont primées, puis après plus rien, ça disparaît, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et donc à l'inverse, à Rennes Métropole, on s'est dit c'est intéressant d'essayer d'organiser ce suivi des applications, des équipes qui ont concouru, et d'essayer d'aller plus loin, de voir quelles sont les applications qui peuvent être pérennes, quelles sont les applications qui sont vraiment innovantes, pour que le concours ne reste pas juste un coup comme ça. Et la question de la communication sur ces services et la question de la communication auprès du grand public sur l'existence de ces données ouvertes, qui était posée dès le début, en fait, a été reportée, on a commencé à vraiment travailler dessus à partir de la rentrée de 2011. Le programme Open Data de Rennes Métropole, c'est bien sûr un portail. Un portail, je pourrais rentrer, si vous voulez, tout à l'heure dans les détails techniques, il s'agit d'un catalogue de données, bien sûr, qui sont classées selon les formats. Il y a une possibilité d'indexer son application lorsqu'elle est créée. Il y a un forum, il y a un espace pour les développeurs. C'est un portail qui fonctionne bien, évidemment, techniquement, qui est intéressant dans son usage, parce qu'il y a un espace d'actualité qui permet de suivre l'actualité de l'open data. Il a été mis lui-même en open data, c'est-à-dire qu'il a été reversé à la communauté Typo 3 de façon à ce que ça puisse être réutilisable par tous ceux qui seraient pu intéresser. Aujourd'hui, on a 157 jeux de données en ligne, ce qui est pas mal pour une anneau, et puis c'est vrai que là, on bénéficie de la durée, puisque ça fait plus d'un an maintenant qu'on fait ça. Des données qui viennent d'horizons différents, des données de transport, les données SIG. Juste pour le thème, les données environnementales, on n'en a pas beaucoup. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'étais intéressée par ce colloque aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'on peut faire mieux dans les données environnementales, il va falloir que là, on fasse quelque chose. Les données du guide, je vous en ai parlé. Les données budgétaires, ça c'est une originalité aussi, c'est-à-dire que la ville de Rennes publie l'ensemble de ses budgets depuis 2008, compte administratif et budget prévisionnel. Ça aussi c'est un peu exceptionnel, je crois qu'à ma connaissance il n'y a que le département de Saône-et-Loire d'Arnaud-Montebourg qui diffuse de façon systématique des données budgétaires. Il n'y a pas de données culturelles par exemple, très peu. Il n'y a pas, voilà, le champ des données en fait est très très large. Et nous ce qu'on cherche c'est, ça peut peut-être vous étonner si vous êtes des spécialistes des données d'environnement ou des données scientifiques, mais nous au contraire on dit
La donnée publique, c'est une donnée qui appartient par définition à tout le monde, elle est payée par les impôts et elle couvre un champ de connaissance du territoire qui est immense et qu'on ne veut pas fermer. Partager la connaissance du territoire, c'est pour nous une façon de partager les données, et si on fait ça, c'est pour avancer dans la connaissance commune de ce qui se passe autour de nous. Quelques chiffres sur le site lui-même, donc ça c'est plutôt des statistiques. Il y a 518 comptes de développeurs. Un développeur, lorsqu'il veut accéder, non pas aux données qui sont données sous forme de fichiers, mais pour les données qui sont en temps réel, l'API par exemple pour les données de transport, on demande aux développeurs de se connecter, de s'identifier de façon assez simple. 5000 visiteurs en moyenne par mois, c'est pas extraordinaire mais c'est pas ridicule non plus si on compare avec des sites, quand même un site par rapport à des sites spécialisés, hein, si on compare avec le site rel.fr ça paraît peu, mais en même temps il ne s'agit pas tout à fait du même public, et en moyenne entre 400 et 500 téléchargements de fichiers en moyenne par mois, ça dépend aussi de la saison, et c'est assez rigolo parce que maintenant comme on a un an de recul, on a des courbes comme ça qui... Bon, évidemment, au mois d'août, il n'y a pas une activité féroce, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais c'est assez saisonnier. Là, je reviens sur... j'ai dû sauter une slide, mais c'est pas trop grave, sur le concours. Le concours, on a eu 46 dossiers qui nous sont arrivés, 43 qui ont été validés, 43 services effectifs, et il y avait 2 tiers de particuliers et 1 tiers de professionnels, 1 tiers d'entreprises. Ce qui paraît aussi, c'est un rapport qui nous a assez étonnés. Quand je dis 2 tiers de particuliers, il faut bien savoir que ce n'est pas des particuliers, quand même, ce sont des particuliers, ce ne sont pas des étudiants, ce qui a pu surprendre dans une ville universitaire comme Rennes. Ce sont souvent des gens qui travaillent dans des entreprises informatiques ou qui sont déjà développeurs professionnellement, mais qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler sur des applis mobiles, par exemple. Et qui font une distinction entre ce qu'ils font dans la journée et ce qu'ils font la nuit ou le week-end. Parce que là, s'ils se déclaraient en particulier, c'est qu'ils ne faisaient pas ça sur leur temps de travail normalement. Bon, il y a peut-être eu des petits aménagements possibles, mais quant aux entreprises, le tiers d'entreprises, c'est essentiellement des startups, des petites entreprises. Et il y en avait, la plupart étaient sur une métropole, mais on a quand même eu une boîte de Strasbourg, une boîte de Paris, Tours, il y a eu quelques boîtes extérieures, mais quand même il y en a eu sur la douzaine d'entreprises qui ont participé au concours, il y en a bien eu les 2 tiers de ce tiers là, qui étaient rennais. Les services, c'était majoritairement des services qui étaient des services d'information voyageurs, et ça s'explique bien pour 2 raisons. La première, c'est que les données qu'on diffusait au moment du lancement du concours étaient essentiellement des données de transport, donc on a beaucoup axé là-dessus. Et aussi parce que quand vous avez des données brutes de toutes sortes, vous vous dites qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui serait utile aux gens, bah oui, de la formation voyageur. Et c'est vrai que c'est hyper utile. Je ne dis pas ça pour me moquer, c'est vraiment, c'est intéressant d'avoir des applications qui vous donnent l'horaire du bus, la direction du bus, le nombre de vélos disponibles, etc. C'est des choses qui sont des usages qui sont assez évidents. On a quand même eu quelques applications sur de la valorisation du patrimoine, mais pas tellement. On a eu pas mal de réseaux sociaux, partage d'itinéraires, des sites qui vont plus vers on échange des bons plans, qu'est-ce qui se passe à Rennes, sur l'événementiel, alors qu'en fait les données sur l'événementiel, comme les données agenda par exemple aujourd'hui, ne sont pas ouvertes parce que c'est des données qui sont éparses aujourd'hui. Soit elles sont éparses et il y a plein de gens qui ont un petit peu de données, il faudrait tout agréger, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a aussi une grosse base de données événementielles qui existe à Rennes et qui est gérée par Ouest France, et Ouest France s'oppose pour l'instant à l'ouverture de ces données-là en open data. Les city guides, c'était rigolo parce qu'on avait l'impression de revenir à quelques années en arrière sur l'internet, c'est-à-dire il y a eu plusieurs propositions de choses qu'on voyait il y a 5-6 ans encore sur internet, il y avait un peu à l'image de ma ville ou je sais pas quoi, des choses un peu généralistes de guides sur comme de mode d'emploi, ville mode d'emploi, qui n'ont pas forcément trouvé une réalité sur internet au bout de quelques années, qui là tout d'un coup étaient réintroduits sur du mobile, ou avec un certain nombre de choses qui pouvaient être augmentées, enfin avec des fonctionnalités différentes. Ce qui fait que, résultat des courses, aujourd'hui on est capable d'avoir une offre de services qui est unique en France par rapport à l'utilisation de ces données publiques, avec un certain nombre d'applications pour téléphone, et Android, iPhone et même Windows Phone.
des services internet. En tout, il y a une soixantaine d'applis mobiles à Rennes. On est à peu près à 70 maintenant, soit sur Android, soit sur la plateforme d'Apple. Ce qui est quand même remarquable encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres villes qui vont y arriver, mais pour l'instant, ça reste quand même assez unique. Rapidement, je voulais vous présenter quelques gagnants. Si ça vous intéresse, on a édité un petit jeu de cartes là où il y a tous les finalistes et les gagnants du concours, et vous avez les coordonnées, un petit descriptif. Si ça vous intéresse, j'en ai deux, je peux vous en fournir. Pour vous donner des exemples, tout à l'heure on parlait de données qui n'étaient pas utilisables et pour trouver une application, c'est handymap.fr. C'est un site internet qui fait du calcul d'itinéraire pour les personnes à mobilité réduite. Vous rentrez un point de départ, un point d'arrivée, et on vous dit quel est le parcours le plus accessible possible dans la ville. Voilà, là, derrière, il y a des données du SIG qui étaient des indications sur le nombre et l'emplacement sur tout, des trottoirs surbaissés, des bateaux, des choses comme ça, des côtés, des choses qui étaient utiles au service de voirie, et qui, à part ça, n'avaient pas forcément de visibilité et surtout d'usage. Donc voilà, Handymap travaille là-dessus. L'itinéraire, arrêtpublic.fr, c'est aussi un calcul d'itinéraire, et puis ça intègre les données bus et les données vélos. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'ils ont cherché tous les modes de publication de ces données autres que visuels. Il y a de la radio, il y a des choses qu'on peut entendre, il y a des choses qu'on peut écouter, entendre et écouter, c'est la même chose. Mais disons qu'ils ont travaillé, on peut les avoir sur le mobile, on peut les avoir sur l'internet, on peut les charger une fois pour toutes. Enfin, ils ont fait tout un travail, le site internet lui-même n'est pas spectaculaire, mais ils ont fait tout un travail sur les modes de diffusion de cette information-là, sans s'en tenir à juste un portail web. Promenade au Tabor, c'est découverte du parc du Tabor avec un système, c'est sous Android et ça utilise de la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous baladez votre téléphone et puis selon lorsqu'il y a des points chauds, un arbre remarquable, vous arrivez à obtenir des informations complémentaires sur les arbres. Ça, c'est une application qui a beaucoup intéressé nos collègues Desjardins en disant qu'à partir de là, voilà, c'est une application qui est une application faite par des particuliers, qui mérite d'être retravaillée et comment dire, poussée, mais qui donne des idées, en tout cas intéressantes, de comment est-ce qu'on peut utiliser son mobile pour avoir des informations, des connaissances, là en l'occurrence des arbres ou des rosiers, mais ça pourrait être sur d'autres terrains. Et pour les gens du patrimoine, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est des pistes de réflexion intéressantes. Et puis je vous ai mis EOCity parce que c'est une des sociétés qui a été primée aussi, c'est de l'information voyageur. C'est une société qui est intéressante pour nous parce qu'ils nous ont dit, voilà, nous on est à Rennes depuis une dizaine d'années, on travaille pratiquement qu'à l'étranger, qu'avec des sociétés étrangères, on n'est pas du tout connus à Rennes, c'est des spécialistes des applications mobiles, et ils ont utilisé le concours, enfin, ils ont voulu participer au concours pour dire, voilà, on va faire un démonstrateur de notre savoir-faire, on va se faire connaître à Rennes, c'est pas si mal finalement d'être connu chez soi. On va faire un démonstrateur de ce qu'on est capable de faire, et si on peut arriver à développer à partir de ce démonstrateur une application qui serait disponible pour plusieurs villes en France, plusieurs régions françaises, alors on peut commencer à réfléchir à un modèle économique. Je vous dis ça parce qu'une des discussions autour de l'open data et des usages, il y a des gens qui disent « Oh là, ton histoire d'open data c'est sympa, mais ça coûte cher, ça ne rapporte rien. » L'open data n'a pas de modèle économique. Je dis que c'est pas faux, mais c'est à modérer et à moduler. D'abord, c'est pas l'open data qui n'a pas de modèle économique, c'est les applications mobiles. Aujourd'hui, il n'existe pas d'exemple d'application mobile qui soit rentable économiquement. Qu'elle soit vendue ou qu'il y ait de la publicité dessus, ça revient au même. Aujourd'hui, ces applications mobiles-là, elles ne savent pas exister sans un fort subventionnement des entreprises et des créateurs. Et puis, au-delà de ça, l'usage, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement immédiat. Il va falloir imaginer qu'est-ce que seront demain l'ensemble de ces applications et qu'est-ce que ça va générer à la fois comme activité, comme nouvelle approche peut-être de la mission de service public ou des services publics, qui ne va pas contredire la précédente, mais qui va plutôt, à mon avis, s'agréger à une conception plus classique, mais qui va peut-être renouveler un petit peu cette notion de service public, et que je pense que les évaluations économiques de l'open data c'est prématuré de le faire aujourd'hui. Il me semble qu'on irait un peu trop vite dans le soit voilà, c'est formidable, c'est le nouvel Eldorado. J'entends des chiffres ahurissants. Il y a des milliards d'euros qui sont générés par l'open data. J'attends qu'on me dise combien de milliards? 27 milliards. 27 milliards. Je voudrais bien savoir comment on calcule ces chiffres-là. Sur quelle base? À mon avis, c'est pas très juste.
Après, les gens qui me disent ça rapporte rien et ça coûte cher, c'est pas vrai non plus. Je veux dire, il faut qu'on arrive à avoir une vision peut-être un petit peu plus longue, et puis à se poser la question de savoir que les bénéfices sont différents selon la position qu'on adopte. Les bénéfices des réutilisateurs, je vous en parlais à l'instant, c'est peut-être de dire, voilà, avec mon démonstrateur, je vais pouvoir aller plus loin et créer un ensemble de services qui, à l'échelle, par exemple, nationale, pourra éventuellement me rapporter un peu d'argent. Pour Keolis Rennes, qui est un délégataire de service public, c'était pas du tout Keolis, c'est pas Keolis France qui a décidé de rentrer dans l'open data de Rennes, hein, c'est vraiment Keolis Rennes qui a pris cette décision. Frédéric Mazot, le patron de Keolis Rennes, s'est traité de fou furieux par sa direction nationale quand il a dit on nous des données de transport. Mais les transports, c'est considéré, peut-être ça raccorde un peu avec la discussion avec Météo France tout à l'heure, un certain nombre d'opérateurs de transport et des délégataires considèrent que ça c'est leur trésor de guerre. Et ça leur appartient, et que jamais, au grand jamais, ils ne vont lâcher cette manne. Or, nous, et Keolis Rennes fait la preuve que le bénéfice économique, c'est pas forcément directement faire payer. Mais il y a des bénéfices à retrouver à partir du moment où on partage la donnée, et que ce partage de la donnée-là, il est générateur d'autres relations, y compris avec les clients. Un voyageur qui est bien informé sur où est-ce qu'il peut aller prendre son bus, quel est le bus le plus rapide pour venir à la Campus et retourner chez soi, c'est un usager qui va utiliser les transports. Celui qui ne sait pas où est le bus et qui n'a pas d'idée d'horaire, il n'utilisera pas les transports, donc de toute façon, la mission première qui est de transporter des gens ne sera pas remplie. Enfin, pour Rennes Métropole, on a eu des retombées d'image, c'est tout à fait évident. D'un coup, tout le monde s'est intéressé à nous. Enfin, quand je dis nous, je pense que tout le monde s'intéresse toujours à Rennes Métropole, mais juste pour mon petit service et pour ce programme-là, c'est vrai qu'on a été surpris de l'impact que ça a eu. Il y a peu de sujets sur lesquels j'ai été autant interrogée par d'autres collègues, d'autres collectivités. Je fais de la communication, je travaille sur l'innovation numérique depuis pratiquement 10 ans. Quand même, là, l'open data, tout d'un coup, les collègues, ils ont un téléphone, ils m'ont appelé. Au-delà de ça, c'est vrai que, comme on était les premiers à le faire, comme toujours dans l'Internet ou dans les technologies de l'information et de la communication, le premier arrivé, il a une prime. Et donc on essaye de maintenir cette position-là, non pas en cherchant l'originalité à tout prix ou l'innovation à tout prix, et ça sera ma conclusion, mais plutôt à essayer de construire, au-delà de l'opération d'ouverture, de construire un vrai programme de données publiques. Et pour ça, clairement, nos objectifs en ce moment et les choses sur lesquelles on travaille, c'est la formalisation du processus, parce que malgré tout, ça demande des moyens et du temps, de pouvoir aller collecter des données dans les différents services, les mettre au bon format, savoir comment est-ce qu'on va les récupérer, convaincre aussi les collègues que c'est vraiment intéressant. Donc formaliser ce processus. Le processus, c'est évidemment le processus de mise à jour qui va avec. Organiser et animer le réseau, pour nous c'est important, c'est même capital. La base du réseau, c'est réutilisateur, gestionnaire, habitant. Et ça, c'est le cœur de notre action. Donc on essaye de réfléchir à est-ce qu'on pourrait labelliser peut-être les meilleures applis qui sortent, est-ce qu'on peut accompagner des équipes qui font des applications. C'est pas encore tout à fait terminé, je pense qu'on vous donnera des nouvelles de tout ce processus-là plutôt vers février-mars 2012. Mais on réfléchit, on essaye d'approfondir cette question du réseau parce qu'on s'est rendu compte que ce réseau-là, finalement, c'est un levier d'animation du territoire. Au-delà du rayonnement que ça apporte, et même, y compris en interne, sur le territoire, c'est quelque chose qui est important pour la vitalité de différents services et des personnes qui sont concernées. Et puis la communication auprès des habitants qui est vraiment le point, pour moi, le plus critique en ce moment, c'est-à-dire que les données sont des données qui sont par définition muettes. Et que quand les données sont muettes, eh bien, on peut leur donner, enfin on peut chercher à les faire parler, mais pour ça il faut leur donner du sens. Et ça, plus il y aura de gens différents, c'est-à-dire l'institution, mais aussi les associations, pourquoi pas certains particuliers, des entreprises, donneront leur voix à des données, pourquoi pas des voix multiples et des voix différentes et des données identiques. C'est là la richesse de l'open data. Et que la visualisation des données, c'est aussi la seule façon aujourd'hui de montrer au grand public que ça a du sens, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de lire un fichier géographique ou un fichier Excel, on lui donne la possibilité, en faisant 2-3 clics sur le site, d'avoir une représentation de ces données-là et de travailler sur le côté esthétique, ergonomique de la représentation. Alors je pense qu'on aura fait un grand pas vers le grand public. Voilà.